Bonjour. Bonjour. Ça marche là? Je crois qu'il marche. Euh, donc bonjour, merci d'être venu pour ces 2 jours de discussion qui vont s'annoncer très riches. Et on voulait faire participer d'une manière assez simple à ce symposium sur l'écoute, donc cette espèce de dialogue comme ça entre les arts visuels et le son, en parlant tout simplement de notre collaboration qu'on a depuis maintenant presque 2 ans. Ça fait long, mais on a eu une pandémie qui nous a donné 1 an supplémentaire, donc on était assez ravis, de notre côté. Et donc voilà, moi je suis artiste, et puis on m'a proposé de concourir pour le pavillon de Suisse de la Biennale de Venise. Et puis à l'époque, au fait, pour faire un peu bref, quand on m'a proposé ça, j'ai essayé de me dire, qu'est-ce que je vais faire? Et puis au lieu de prendre dans le sens où je le prends d'habitude, c'est-à-dire où j'envisage un espace, des installations, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de voir là-dedans, cette fois-ci, j'ai démarré par une question un peu bizarre où je me suis demandé au fait comment je voulais que les gens se sentent après le pavillon. Donc j'ai une image un peu claire comme ça. Je me suis dit mais j'aimerais bien qu'ils ressortent du pavillon comme on ressort après un concert, c'est-à-dire avec les battements du cœur modifiés, avec une mémoire remplie de fragments à remonter en fonction de son expérience. Et donc voilà, donc c'est juste avec cette petite phrase-là que j'ai téléphoné à mes 2 collègues, à Francesco Stocchi, qui est historien de l'art, et Alexandre Babel, qui est donc musicien et compositeur. Et je leur ai dit cette phrase, voilà, j'ai cette idée, je voudrais qu'on ressorte du pavillon de la Biennale, comme si on ressortait après un concert. Est-ce que tu veux m'aider à faire ce projet? Et donc on a commencé ce dialogue comme ça. Et donc c'était super, on a énormément discuté, on a réfléchi à qu'est-ce que voulait dire cette phrase et qu'est-ce que ça amenait comme espace sensoriel, ce que ça amenait comme idée, comme parcours, etc. Et puis on a développé très vite ce projet, parce qu'on a dû le faire très vite au départ. Après, on a eu beaucoup de temps, mais au départ, on devait le faire très vite. Et donc voilà, on ne vous parlera pas précisément du pavillon, il ne faut pas trop rêver, mais ce que je voulais qu'on partage aujourd'hui, c'est cet espace qu'on a ensemble, qui est un espace de travail, un espace de dialogue, qui est un espace un peu de mécanisme, et qui a commencé peut-être pas tout de suite lors de notre première rencontre, parce que nous sommes partis tous les 2 du jury de la résidence Labec à la Tour de Paix. C'est comme ça qu'on a eu la chance de se rencontrer. Et au bout de la 2e rencontre, un moment, lors d'une conversation entre 2 cafés, je lui ai dit, mais au fait, comment est-ce que toi tu projettes les choses quand tu commences un travail? Qu'est-ce que tu vois en premier? Et donc, il m'avait un petit peu répondu, il y avait beaucoup de questionnements chez moi. Et puis, au fait, c'est comme ça un peu que ça a commencé, au fait. Je me suis posé cette question il doit y avoir une différence de travail, il y a une différence de projection, il y a une différence de mécanisme, et comment... j'avais plein de questions par rapport à ça. Donc, en fait, c'est pour ça que quand je l'ai contacté pour la Biennale, le projet de la Biennale, parce que justement, on avait tout un terrain de conversation qu'on devait encore entamer très très sérieusement par rapport à ces questions de quels mécanismes sont enclenchés quand on commence un projet et quand on travaille. Et pour le cas de Francesco Stocchi, c'était aussi intéressant parce qu'il est historien de l'art, donc avec une très grande connaissance de l'histoire de l'art et l'histoire de l'art contemporain. Il côtoie énormément d'artistes et il est extrêmement exigeant, comme Alexandre. Mais la chose intéressante chez lui, c'est qu'il était DJ de dub avant, dans une 2e vie. Et donc je me suis dit qu'il pouvait vraiment comprendre un peu cette approche-là par rapport au son. Donc moi, ce qui m'a intéressée en particulier là-dedans, c'est que tout à coup, je me mets à travailler un projet avec des mécanismes de travail qui ne sont pas du tout les miens.
Donc j'ai mis de côté un peu tout mon apprentissage, tout mon savoir-faire d'artiste plasticienne, et j'ai décidé d'étudier à fond la question du son, la question de la musique, de la rythmique, de l'écriture musicale et de l'écoute. Et j'ai expérimenté ça à vraiment en vitesse accélérée. Donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore étudiées, mais je l'ai fait beaucoup. Et c'est afin de comprendre comment je peux envisager un travail avec des outils, une méthode de pensée, des manières de travailler et de pratiquer, on va dire sensoriellement les choses, qui ne sont pas du tout les miennes et qui me sont totalement étrangères. Et donc voilà, et donc j'ai invité donc Alexandre et je lui ai demandé quelque chose de très particulier par rapport à ce projet qui s'est posé, que j'avais pas osé lui dire tout de suite au début, mais je lui ai dit au bout de la 3e conversation. Et parce qu'il m'a posé la question, parce que je pense qu'il sentait que j'allais le priver de quelque chose. Donc voilà. Tu veux que je raconte cet épisode? Oui, donc en fait, cet élément-là en fait, va définir finalement les bases d'un travail sur un moyen, voire à long terme. Et cette question que j'ai posée, en effet, au bout de probablement en effet de la 3e discussion autour de l'objet qu'allait être cette exposition, c'était est-ce que nous allons produire du son? Vous savez que pour un musicien, le son est le médium principal, la production de son est le médium principal, et la femme a répondu très clairement non. Et à partir de là, se sont posés, comme je disais, les deux fondements du début d'un processus qui est encore en cours actuellement. Le premier, c'est cette première phrase que Latifa a évoquée, c'était celle de l'impression sensorielle qu'on peut ressentir à la fin d'un concert, qu'on souhaiterait reproduire, qu'elle souhaiterait reproduire sur le visiteur qui visite l'exposition. Et la deuxième, c'est cette question, tu es invité en ta qualité de musicien, mais il n'y a pas de production de son. Donc ça pose la question évidente et immédiate, qui est que je suis privé de mon médium principal, de mon expression physique principale, mais que je dois tout de même faire mon travail et utiliser mon savoir-faire. Donc on est là en présence de deux éléments. Le premier qui est celui de la représentation du sensoriel, et le deuxième, c'est celui de la remise en question, peut-être la plus radicale que j'ai vécue de ma pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le processus de travail au long cours et de collaboration avec Francesco Santi et Latifa Eshakch, je tente, et j'ai le sentiment aussi de parvenir à travailler avec les mêmes éléments, avec les mêmes mécanismes que ceux que j'ai pu déployer pour tous les travaux que j'ai pu faire jusqu'ici, qui sont la représentation sensorielle de ce que peut être l'objet terminé et la remise en question de la pratique. Et ça, ce sont deux éléments qui sont indissociables de ma manière de fonctionner musicalement. Donc à ce premier niveau-là, il y avait un espèce de terrain qui finalement était, on ne va pas dire confortable, parce que c'est exactement le contraire, c'est le principe de sortir d'une certaine zone de confort ou d'habitude pour dépasser finalement une pratique ou trouver finalement la matière fondamentale d'un discours. Maintenant, la grosse question qui se posait et qui fait l'objet de cette collaboration qui en effet dure depuis 2 ans, est que au-delà de la suppression de l'onde sonore, il y a aussi la question du mode de représentation, qui en l'occurrence est une exposition, et un musicien est plutôt d'habitude confronté à des performances qui sont limitées dans un temps donné, pour un public qui vient dans un temps donné. Et là, on est en présence d'une exposition qui dure sur un temps également donné, mais beaucoup plus long, et qui fonctionne en continu. Donc ça, c'est forcément les différents éléments, en fait, ça c'est les différents éléments posés qui vont échafauder des questions essentielles qui vont se poser dans le processus de création et de travail autour de cet objet qui est le pavillon suisse.
Et ce pavillon suisse, c'est un petit bijou d'architecture. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Il a des très belles particularités. Il y a un grand espace sur cour. Il y a des espaces qui ont des avant-toits, un espace qui a une baie vitrée, puis un espace ensuite fermé sous verrière. Et cet espace-là, il a vraiment une richesse, on va dire, de parcours et de rapport à la lumière. Et de rapport à la lumière, qui fait que ça devient vraiment un terrain de jeu vraiment très très intéressant par rapport aux questions de la temporalité. Parce que là où on se partage beaucoup de discussions aussi, c'est vraiment la question de ce rapport au temps, de ce rapport à la mémoire. C'est les questions, on va dire, qui sont assez précises par rapport aux questions du sonore et de la musique. Et donc on a vraiment travaillé comme ça avec ces questions-là sur la question de la mémoire, de ce qui reste, etc. Et ce que je trouvais, en fait, ça va être mon petit moment humoristique, mais j'avais peur en entamant ce projet que je me rende compte à un moment donné que la musique c'est vachement mieux que les arts visuels. Et je prenais ce risque-là un petit peu en me disant mais peut-être que je vais me rendre compte de ça et puis que je vais tout plaquer et puis me mettre à composer. Et au fait non, parce que ça m'a permis d'avoir, on va dire, un angle de vue ou un angle d'écoute ou un angle d'accès sur le monde qui m'entourait qui est radicalement différent de ce que je connaissais. C'est-à-dire, j'ai une grande écoute de la musique depuis enfant, mais depuis que j'étudie ça, depuis que j'ai pris des cours de solfège, de chant, depuis que j'ai découvert les écrits de François Bonnet, de Manoury, de plein d'autres, de plein. Et donc ça a été vraiment très boulimique cette dernière année et demie. Tout à coup, je ne sais pas, ça s'est passé peut-être une fois, j'étais sur mon balcon chez moi, je me suis mis une cigarette la nuit, et puis tout à coup, je me suis rendu compte que jamais je n'avais écouté la ville avant ce jour-là. Et un rapport au son et à l'écoute qui est très très différent de ce que je connaissais. Tout à coup, je pouvais la sentir écrite, je pouvais savoir exactement ce qui se passait d'un point de vue neurologique sur mon corps, je pouvais sentir toutes ces interactions-là qui sont des choses que je connaissais très peu et qui sont les mêmes procédés que j'ai réussi à développer et à optimiser avec mon regard, je l'ai développé avec l'écoute. Et donc ça a été pour moi une très grande richesse. Et puis l'idée de partager ça, c'était que, au fait, ça m'a pas du tout fait abandonner les arts visuels, bien au contraire, mais ça m'a donné une toute autre conscience que j'avais de ma pratique, parce que depuis le début, j'utilise énormément de vocabulaire musical depuis 15 ans. 15-20 ans, à chaque fois je parle de partitionner l'espace, je parle d'orchestrer les éléments, je parle de variations, des choses comme ça, mais sans avoir vraiment conscience de ce que c'était. Et là, ça m'a permis d'aller au fond de quelque chose, au fait, que ma pratique demandait. Parce qu'au fait, on a un terrain commun qui est vraiment ce rapport, on va dire, à l'émotionnel, à la sensation et aux sensations et à l'émotionnel, et on le fait juste avec des outils et des mécanismes assez différents. Mais on a ce terrain où on se retrouve très, très largement. Et il y a autre chose qui entre en jeu en pensant à ce terrain émotionnel commun et à ce que Latifa vient d'évoquer, c'est pour moi la question de la contextualisation, finalement, parce que quand on prend l'exemple d'être assis sur un balcon et de se mettre à écouter la ville, il n'y a pas de production sonore proprement dite musicale par un agent en particulier qui va le faire de manière consciente, mais il y a un moment d'écoute, il y a un moment vécu de manifestation sonore. Et ça, c'est un phénomène que personnellement je trouve tout à fait fascinant, de considérer que le contexte est lui-même un agent qui va avoir une importance dans une représentation musicale, en tout cas quand moi je m'intéresse à produire des objets musicaux. Et maintenant, on se retrouve dans un projet de collaboration où
je suis confronté à la problématique de l'exposition et au mode de fabrication d'une exposition qui sont a priori étrangers. Et je reviens encore une fois à cette histoire de suppression de l'onde sonore qui est le fondement principal de l'organisation des sons. Et là, c'est posé une évidence en fait assez vite, qui était qu'en fait, le son dans un projet comme celui du pavillon n'est pas absent en fait. On ne va pas produire de son, voilà, mais il n'est pas absent. En fait, il va être présent à travers son absence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fait, on évoquait tout à l'heure que c'est l'entier d'un pavillon qui est considéré, ses cours, son architecture, etc., son identité architecturale également. Et pour moi aussi, ce qui était important d'imaginer, c'était qu'une visite d'un pavillon comme celui-ci ne se limite pas simplement à l'objet représenté, mais est étendue jusqu'à toute l'expérience que le visiteur peut avoir de cet endroit, et elle commence avant même d'avoir pénétré dans l'enceinte du pavillon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, c'est la même chose que l'expérience musicale qu'on peut éprouver lorsqu'on va au concert, qu'on assiste au concert et qu'on ressort. Il y a une anticipation, un moment vécu et le souvenir de ce moment-là. Et ça, c'est une partie de ce qui constitue les paramètres du contexte. Et à ce stade-là, ce qui est fascinant et en fait qui est en fait l'endroit où moi je dois le plus travailler dans cette collaboration-là, c'est que ce contexte-là n'est pas du tout le contexte auquel j'ai l'habitude de me confronter, qui est celui d'une salle de concert, d'un public frontal ou pas frontal, et d'une représentation à la manière d'une performance. Et du coup, plutôt que de devoir réapprendre les arts visuels, il y a un apprentissage et une observation du mode de préparation en fait, d'un événement qui, une fois qu'il est mis en place, une fois que le vernissage est ouvert, que l'exposition est ouverte, va exister sur la durée et va être vécu plusieurs fois, le même objet va être vécu plusieurs fois par plusieurs personnes. Et ça, c'est un élément qui est important à considérer au moment de l'imaginer et qui va faire intervenir beaucoup de questions dans la collaboration. Et pour revenir encore à cette histoire de contexte, c'est peut-être un peu... ce que je vais raconter maintenant, c'est plutôt des images plutôt qu'une expérience de travail qui est déjà vécue. Mais je pense beaucoup, et je pense qu'on pense tous beaucoup, à la question, à la manière dont les gens vont vivre ce moment-là, ce moment de visite. Et moi, j'aime à penser que c'est une exposition qui dure de avril à novembre, qui traverse donc les saisons, qui traverse les différentes températures, différents modes d'affluence, différents jours de la semaine, qui dit différentes températures et saisons, des différents contextes sonores également. La faune va peut-être pas être la même d'une période à l'autre de l'exposition. Et on pourra avoir des expériences de consommation de ce pavillon-là complètement différentes, qu'elles soient vécues à un certain moment de l'exposition ou à un autre. Et ça fait partie pour moi de ce contexte qui est à considérer au moment où on va en fait produire n'importe quelle représentation, quelle qu'elle soit. Et c'est là où c'est devenu un angle d'approche vraiment important, parce qu'il est commun finalement à ce que moi j'ai pu avoir l'habitude de produire jusqu'à maintenant, et ce pavillon-là, parce que la question du contexte, et en tout cas dans ma manière de travailler depuis des années, est fondamentale. Je vais tout autant m'intéresser au contexte de la représentation musicale performative que ce que je viens d'évoquer au niveau d'un pavillon d'exposition.
c'est très intéressant ce que tu dis. Et, mais je voudrais... Mais je vais rebondir sur une des choses que tu dis dans ce qui m'intéressait. Et donc moi j'étais en train de penser, ouais, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'après. Et je ne sais pas si ça vient de cette espèce d'erreur journalistique qu'il y a eu à un moment donné où on a défini que j'avais été nommée commissaire du prochain pavillon suisse de la Biennale de Venise. C'était une erreur de Suisse Info, je crois ça avait été titré dans certains journaux ici. Et au fait, moi ça me va très bien en fait, commissaire de la prochaine, du prochain pavillon de la Suisse à la Biennale de Venise. Mais ce que j'aimerais commissarier au fait avec ce projet, j'aimerais bien commissarier la mémoire des gens. En fait, c'est vraiment un peu le fond de ma pensée et puis de mon ambition, c'est que c'est comme si les choses ne s'arrêtaient pas à la construction d'un projet ou à la présentation d'un projet, à même l'expérimentation du projet même, mais c'est la question de la mémoire qu'on en a. Qu'est-ce qui nous reste comme mémoire du projet une fois qu'on l'a visité, une fois qu'on rentre chez soi, etc. Ça, c'est des questions qui me sont assez proches, que je trouvais assez proches de questionnements que j'ai par rapport au son et à la musique, c'est-à-dire est-ce que le stade ultime, ça serait pas ce qu'il en reste dans sa mémoire, et la même chose pour les arts, la même chose pour les expériences d'art visuel ou d'exposition d'art. Et puis pour ça, parce que dans mes recherches, un peu, j'ai été vraiment très intuitivement d'un livre à l'autre, d'une conférence à l'autre, d'un dialogue à l'autre. Puis à chaque fois, ça m'a amené sur des espèces d'idées ou d'autres questions de réflexion. Et puis ça passe par je ne peux pas tout dire, hein, ça passe par la psychologie, à la neurologie, à des choses comme ça. Et puis aussi à l'architecture radicale, à toutes ces questions-là. Et au fait, j'en arrivais toujours au même truc, c'est-à-dire c'est vraiment la base de tout, c'est la notion de l'espace et de la mémoire. Comment la mémoire s'ancre, au fait, chez les gens. Donc si... je m'étais beaucoup intéressée aux écrits et aux théories de Eric Kandel, qui est neurologue, et qui disait que pour ancrer de la mémoire, il faut de l'affect et il faut un espace. Et c'est comme ça qu'on ancre les choses, qu'on les fige sur la mémoire à moyen terme et à long terme. Et puis quand je lisais ça, je me disais, c'est super. Au fait, cette petite phrase que j'avais eue au début du projet, au fait, cette intuition, elle n'est pas si mauvaise. En fait, on arrive là-dedans. Puis au fait, toute cette recherche, elle est pour arriver là-dedans. Et donc c'est vraiment un terrain de jeu où effectivement on perd beaucoup on perd ou on se fait perdre comme ça beaucoup de nos habitudes de fabrication, mais en même temps c'est une façon vraiment de pousser à cet essentiel-là de l'expérience artistique. Parce que quand on entend un son, on arrive vraiment à le localiser, au fait. On sait si on l'a déjà entendu ou pas. Si on l'a déjà entendu, on sait ce que c'est, comment, quel contexte, etc. Pour les œuvres d'art, c'est la même chose. On regarde un tableau, j'imagine une sculpture, on peut arriver à voir comment ça a été fait, quels sont les gestes qui ont été faits dedans, etc. Et donc, ce qui veut dire qu'on a une espèce de projection de tous les gestes qui ont été faits. Et ces gestes-là, on les connaît. Par exemple, une mélodie, des fois, on la connaît puisqu'on l'a expérimentée, soit dans l'enfance, soit dans le passé, soit parce qu'on arrive à la constituer avec les éléments de fabrication qui nous sont donnés au moment où on l'expérimente. Et puis, c'est cette même chose-là dans les arts visuels. Et je pense que ça fait vraiment un terrain comme ça de mémoire commune par rapport à l'expérimentation d'une œuvre plastique ou artistique au sens large. Et je pense qu'en allant là-dedans, on arrive un peu à pouvoir manipuler ça de façon beaucoup plus profonde dans un sens. Et je me suis perdue un tout petit peu. Ça tombe bien, j'aimerais bien rebondir du coup, parce que je me rappelle très bien de cette discussion et celle qu'on a eu autour
de l'existence de la représentation musicale à travers la mémoire. Tu avais même été plus loin, tu pensais que la musique n'existait que par la mémoire que l'on en a. Et il y a eu plusieurs réflexions qui ont suivi, des discussions, etc. Et moi, je me suis aussi posé la question, on se l'est posé, de savoir si c'est quelque chose qui pouvait être adaptable à ce travail qu'on est en train de faire sur une exposition. Et très vite s'est posé la question de la temporalité de la visite d'une exposition. La temporalité d'un événement musical est très claire, il a un début, un milieu, une fin, qui est donné, avant ça n'a pas commencé et après ça s'arrête. Une exposition, ce n'est pas le cas, les pièces restent là, elles ne bougent pas. Et s'est posé la question de la temporalité de la visite, la temporalité de la consommation de cet endroit. Et là, en fait, très, très rapidement est arrivée l'envie d'adapter finalement un certain nombre de principes temporels qui sont d'habitude liés à la pratique musicale à cet objet qui est ce pavillon qui a priori ne peut pas les accueillir. Et pour être vraiment un peu généralement technique, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait composer la visite de ce pavillon? C'est-à-dire amener le visiteur, inviter le visiteur à accomplir une visite qui serait préalablement imaginée par nous. On va l'amener à vivre tel moment, à percevoir un certain nombre de choses dans un ordre donné, avec un début, un milieu, une fin. Et ceci va constituer en fait la composition de cette visite, qui aura en l'occurrence une fin, parce qu'il y a une sortie à ce pavillon, et qui pourra être en effet vécue à travers la mémoire qu'on a eue de cette expérience-là. Et il s'est avéré que techniquement, c'est quelque chose déjà de tout à fait passionnant à imaginer. Je vous laisse imaginer quand même la perspective de se dire je vais composer une visite d'un pavillon, c'est magnifique. Et à travers ça, se sont imposés un certain nombre d'exercices. Par exemple, j'ai composé une pièce il y a 6 mois qui est construite sur la visite du pavillon de Venise avec les différentes pièces, etc. Comme expérimentation pour savoir si dramaturgiquement il était possible de gérer à quelle pièce il faut rester un peu plus longtemps, à quelle autre c'est plus rythmé, etc. Et voilà, je voulais évoquer cet aspect un peu concret. Oui, c'est vrai, puis moi aussi, bien sûr, ça pousse, ça fait retravailler un peu tout ce que je suis en train de travailler en parallèle et projeter en parallèle, et ça influe énormément, ça enrichit énormément aussi mon travail, mais ça le modifie aussi beaucoup, mais tout en ne le modifiant pas trop non plus. Et puis... Ouais, donc, que vous dire d'autre en 3 minutes? À part, c'est génial de travailler ensemble avec des milieux différents. Et puis, j'ai appris beaucoup, on apprend beaucoup. Et puis, il y a une chose qui est peut-être quand même pas mal d'évoquer aussi, c'est que je pense pas que, paradoxalement, je crois pas qu'il y a dans le mode de collaboration, il n'y a pas de hiérarchie entre les médiums. Je ne me sens pas invité comme étant celui qui va donner quelques conseils, etc. Il y a vraiment une véritable invitation qui va beaucoup plus loin que ça. Malgré cela, on travaille en ce moment sur un objet qui est une exposition, qui est exposée dans une biennale d'art contemporain, donc la forme de représentation est claire. Et au fait, notre collaboration va en fait plus loin que ça, parce qu'on est déjà dès le début, on était déjà en train de penser à l'empreinte sonore de ce travail qu'on est en train de faire à Venise, parce que c'est un travail où on ne produit pas de son. Il y aura du son, mais je ne vais pas vous dire pourquoi, je ne vais pas vous dire comment. Il y en aura. Mais on est en train déjà de réfléchir à l'empreinte sonore de ce travail-là, parce que quelque part, ce travail existe aussi à travers tous les travaux qui sont ailleurs. Et ça ouvre en fait ça ouvre cette question-là de se dire, mais en fait, comme il n'y a pas de hiérarchie entre les médiums, il y a forcément un endroit où ce travail que nous mettons en place sur cette exposition peut exister, peut-être sous la forme d'un concert, pourquoi pas. Ça faut attendre encore quelques mois pour voir les résultats.
Mais laisse-moi un peu de temps, hein, parce que j'ai beaucoup de retard encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre.